Je me souviens de ma première rencontre avec Domenico Ricci. Le 16 mars 1982, la prison de la Baumette, à Marseille. Je ne comprenais pas encore qu'en face de moi se tenait l'homme qui contrôlait la moitié du milieu criminel marseillais. Petit, mince, les cheveux gris et le regard calme, il sirotait un expresso. Il me sourit. Je n'étais inspecteur des affaires criminelles que depuis 2 ans. Je croyais savoir comment fonctionnaient les criminels. Je me trompais. Cet homme m'a ouvert les yeux sur un tout autre monde. Un monde où les murs de la prison ne signifient rien, où une cellule devient quartier général, où un simple coup de fil décide du sort des habitants des rues de Marseille. J'ai passé 6 ans à comprendre son système, et 3 autres à tenter de le démanteler. Mais tout a commencé bien plus tôt. Pour moi, c'était en janvier 1982. Je venais d'être muté de Lyon à Marseille, à la brigade de lutte contre le crime organisé. Mon supérieur, le commissaire Bernard Dufour, m'a convoqué dès mon premier jour. « Michel, as-tu déjà entendu parler d'un homme surnommé Piccolo ?» me demanda-t-il en allumant une cigarette. J'ai secoué la tête. Ce nom ne me disait rien. Bernard a souri et a sorti plusieurs photos du dossier. Des braquages de fourgons blindés, des fusillades de rue, des voitures incendiées, de l'extorsion, du trafic d'héroïne. Tout cela, dit-il en tapotant du doigt les photographies, est lié à un seul homme, Domenico Ricci, Piccolo. Il est à la Baumette depuis 1977, 15 ans pour meurtre. Mais la criminalité à Marseille n'a pas diminué depuis, elle a augmenté. Et tous les fils mènent à sa cellule. Au début, je n'y croyais pas. Comment un détenu pouvait-il contrôler le milieu criminel ? Il n'a aucune liberté de mouvement, aucun accès aux armes, aucun contact direct avec l'extérieur. Mais Bernard m'a expliqué ce que j'ai ensuite constaté de mes propres yeux pendant des années. Il n'en a pas besoin. Il reçoit des visites. Il a des gardes du corps. Il a des avocats. Il a du pouvoir qu'il a bâti avant son arrestation. Et surtout, il a du respect. Le genre de respect qui ne disparaît pas derrière des murs. Ce jour-là, j'ai reçu une mission. Observer, recueillir des informations, chercher des indices. Bernard voulait prouver un lien entre Ricci et les crimes commis à l'extérieur. Il voulait emprisonner ses complices et détruire son empire. J'ai commencé par faire des recherches sur sa biographie. Domenico Ricci est né en 1938 dans le quartier du Panier, un quartier historique de Marseille. Fils d'un immigré corse, il travaillait déjà pour un gang local à 15 ans. Il a débuté par de petits larcins, puis est passé au braquage. À 23 ans, il dirigeait son propre groupe. Ils étaient spécialisés dans les braquages de banques et de bijouterie. Ricci était intelligent. Il planifiait chaque opération dans les moindres détails. Il ne participait jamais personnellement à l'exécution. Il restait dans l'ombre. Au début des années 1970, son groupe contrôlait une part importante du trafic d'héroïne reliant la Turquie aux États-Unis via Marseille. C'était l'époque de la French Connection. Marseille était la plaque tournante du trafic mondial de drogue. Ricci jouait un rôle clé, mais il restait discret. Il menait une vie modeste, ne portait pas de costume de luxe, conduisait une voiture ordinaire et évitait les photographes. Son surnom, Piccolo, le petit, venait de sa taille. Il ne mesurait qu'1,83 mètres. Mais tous ceux qui travaillaient avec lui s'accordaient sur un point. Son intelligence compensait largement son physique. Il savait lire entre les lignes. Il comprenait les faiblesses des gens. Il les exploitait. En 1977, une erreur se produit. L'une de ses opérations tourne mal. Un braquage de banque dans le centre de Marseille. Un agent de sécurité est tué. Des témoins identifient plusieurs membres du gang. La police se lance à sa poursuite. Ricci tente de fuir le pays, mais il est arrêté à l'aéroport de Nice. Le tribunal le condamne à 15 ans de prison pour organisation du crime et complicité de meurtre. Tout le monde pensait que c'était la fin pour Piccolo. Ses hommes allaient fuir, son entreprise allait s'effondrer, ses concurrents allaient prendre le contrôle. Mais rien de tout cela ne s'est produit.
Au contraire, son pouvoir n'en a été que renforcé. J'ai commencé à comprendre pourquoi lorsque j'ai commencé à fréquenter régulièrement la prison de la Baumette. Située en périphérie de Marseille, sur une colline dominant la Méditerranée, cette prison des années 1930 possède de vieilles cellules étouffantes et des couloirs étroits. Elle abrite 1200 détenus. C'est l'une des prisons les plus surpeuplées de France et l'une des plus corrompues. La première chose qui m'a frappé, c'est le nombre de visiteurs au cabinet de Ricci. 15 à 20 personnes venaient le voir chaque semaine, des proches, des avocats, des hommes d'affaires, de vieux amis. Chaque rendez-vous durait une demi-heure tout au plus, mais c'était suffisant. J'ai commencé à noter des noms, à faire des listes, à vérifier les liens. Et peu à peu, une image a commencé à se dessiner. Parmi les visiteurs figuraient des restaurateurs et des gérants de bars du centre de Marseille. On y trouvait aussi des chefs d'entreprise du bâtiment, des avocats défendant des membres de gangs criminels et des personnes sans profession apparente, mais possédant des voitures de luxe et des appartements dans des quartiers huppés. J'ai compris que ces réunions n'étaient pas de simples visites amicales. C'étaient des réunions de travail. Ricci recevait des informations sur l'activité de rue. Il donnait des ordres. Il réglait les différends. Il approuvait les plans opérationnels. Il distribuait les profits. Tout cela dans un parloir, sous le nez des gardes. Bernard et moi avons décidé de tenter une écoute clandestine. Ce n'était pas chose facile. La prison n'était pas équipée pour la surveillance discrète. Nous avons utilisé des micros directionnels placés derrière les fenêtres. La qualité d'enregistrement était médiocre, avec beaucoup de bruit. Mais nous avons tout de même réussi à capter quelques bribes de conversation. Ricci parlait par sous-entendu. Il utilisait des mots codés. Il évoquait des livraisons de marchandises. Il s'agissait d'héroïne. Il parlait de résoudre des problèmes. Il s'agissait d'éliminer ses concurrents. Il mentionnait de nouveaux projets. Il s'agissait de vols. Mais tout cela était si vague que les enregistrements auraient été inutiles devant un tribunal. J'ai alors décidé de suivre les gens qui sortaient de chez Ricci, découvrir où ils allaient après leur rendez-vous, qui ils rencontraient, ce qu'ils faisaient. Parmi les habitués, il y avait Jean-Claude Montel, 45 ans. Officiellement, il était propriétaire d'une petite entreprise de transport. Officieusement, il coordonnait le trafic de drogue pour le compte du groupe Ricci. Je l'ai suivi pendant 3 mois. Après chaque visite à Piccolo, Montel se rendait dans différents endroits. Tantôt au port, où il rencontrait des dockers, tantôt dans les quartiers nord, où il distribuait des enveloppes à des inconnus. Tantôt en centre-ville, où il visitait les cabinets d'avocats et de comptables. Je l'ai vu une fois rencontrer Marc Venturi, un des célèbres braqueurs de Marseille. Ils étaient assis à la terrasse d'un café du Vieux-Port. Ils ont discuté une vingtaine de minutes. Une semaine plus tard, la banque de la rue de la République était braquée. 3 hommes masqués, 2 sacs remplis de liquide, 400 000 francs. Les coupables n'ont jamais été retrouvés. J'ai signalé le lien à Bernard, il a hoché la tête. Il faut le prouver devant un tribunal, c'est là le problème. Nous avons des enregistrements de surveillance. Nous avons des preuves chronologiques. Mais il n'y a aucune preuve directe que Ricci ait donné l'ordre. Aucun enregistrement, aucun témoin, aucun transfert d'argent. Tout s'est fait par l'intermédiaire d'intermédiaires et en espèces. J'ai compris que les méthodes classiques ne fonctionneraient pas ici. Ricci avait peaufiné son système pendant des années. Il connaissait toutes les failles du système policier et les exploitait avec une maîtrise exceptionnelle. Les gardiens de prison étaient la clé de son pouvoir. J'ai commencé à le soupçonner en remarquant des anomalies dans le régime de Ricci. Officiellement, c'était un prisonnier comme les autres. Une cellule pour 4, une routine standard, des droits limités. Mais en réalité, il bénéficiait de privilèges que les autres n'avaient pas. Sa cellule était toujours plus propre que les autres. La nourriture était meilleure. Il avait accès à son téléphone plus souvent que d'habitude. Parfois, je voyais des gardiens s'attarder plus longtemps que d'ordinaire près de sa cellule. Il lui parlait. Il riait.
Un des gardiens se distinguait particulièrement. Alain Marty, 38 ans. Il travaillait au Baumette depuis 12 ans. Il vivait dans un petit appartement du 15e arrondissement. Un gardien gagnait 8 000 francs par mois. Mais il avait une voiture neuve, une Renault 25. Elle avait coûté 25 000 francs. Sa femme portait des bijoux de valeur. Les enfants allaient dans une école privée. J'ai commencé à enquêter. J'ai vérifié ses comptes bancaires auprès du parquet. Aucune transaction suspecte. Sur le papier, tout était en règle. Mais j'ai découvert son train de vie. J'ai vu comment il occupait son temps. Des restaurants tous les week-ends, des vacances en Espagne, des meubles neufs dans l'appartement. L'argent était en liquide. C'était évident. Richie le payait pour ses services. Pour fermer les yeux quand il le fallait, pour faire passer des messages, pour permettre à Richie d'utiliser le téléphone à des moments inopportuns, pour organiser des rencontres avec les bons détenus. J'ai tenté de recruter Marty. Je l'ai invité au commissariat pour discuter. Je lui ai expliqué que nous étions au courant de ses liens avec Richie. Je lui ai proposé de coopérer. Il a refusé. Il a dit que je ne pourrais rien prouver. Et il avait raison. Mais avant de décider d'approfondir le sujet, je voulais comprendre toute l'étendue de son influence. J'ai donc consacré plusieurs mois supplémentaires à son étude. L'un des aspects les plus étonnants était le système téléphonique de Richie. Officiellement, les détenus avaient droit à un appel de 10 minutes par semaine, surveillé, enregistré. Mais Richie appelait presque tous les jours, parfois plusieurs fois. Comment s'y est-il pris ? Grâce à la complicité des gardiens et à des téléphones cachés. La prison disposait de tout un réseau de téléphones portables mis à la disposition des détenus contre rémunération. De minuscules combinés dissimulés dans les conduits d'aération, sous les planchers, dans des cachettes secrètes des cellules. Les gardiens fermaient les yeux. Ils étaient payés entre 500 et 1000 francs par mois pour cela. J'étais au courant, mais difficile à prouver. Les téléphones étaient constamment en mouvement. Les perquisitions étaient rares et annoncées à l'avance. Des agents de sécurité corrompus avertissaient des inspections. Une fois, j'ai réussi à organiser une fouille surprise du bloc Richie. Nous sommes arrivés à 6 heures du matin, sans prévenir, avec une équipe de 10 personnes. Nous avons fouillé chaque cellule, chaque recoin. Ils ont trouvé 3 téléphones portables, mais pas celui de Richie, ceux de ses voisins. Son portable était propre, impeccablement propre, comme s'il savait qu'on venait. Plus tard, j'ai compris qu'il était au courant. Un des agents de l'administration pénitentiaire était à sa solde. Il m'a prévenu 1 heure avant la perquisition. Richie a réussi à tout dissimuler en faisant passer l'information par un réseau de contacts de confiance. Le système fonctionnait comme sur des roulettes. Il avait des hommes à tous les niveaux, des gardiens de base pour les tâches mineures, des officiers supérieurs pour les affaires importantes et des agents administratifs pour le renseignement et la protection. J'ai dressé un schéma de la corruption à Le Baumette. 23 personnes en sont ressorties, toutes liées d'une manière ou d'une autre à Richie. Près d'un quart du personnel de son bloc. Il ne s'agissait pas seulement de corruption, mais d'une structure de pouvoir parallèle au sein même de la prison. Bernard regarda le schéma et secoua la tête. Pour tous les éliminer, il faudrait fermer la prison et tout recommencer. Et c'est impossible. Il faut donc une autre approche. J'ai alors décidé d'adopter une approche différente. Si je ne pouvais pas arrêter le système de l'extérieur, je devais entrer de l'intérieur. Bernard et moi avons élaboré un plan. Trouver quelqu'un que nous pourrions infiltrer en prison, un détenu qui accepterait de travailler pour nous, quelqu'un qui pourrait observer Richie de l'intérieur, enregistrer les conversations, comprendre les mécanismes du pouvoir. Le choix s'est porté sur Thierry Laurent, 32 ans, condamné à 3 ans de prison pour escroquerie. Un homme intelligent, issu d'une bonne famille. Il avait été incarcéré pour une arnaque financière qui avait mal tourné. Ce n'était pas un criminel endurci, mais il avait besoin d'argent pour sa famille. Nous lui avons proposé un marché. Il nous aiderait avec Richie, et nous l'aiderions à obtenir une libération anticipée et une aide financière pour sa femme et ses enfants.
Thierry accepta. En mai 1983, il fut muté au Baumettes. Nous avons convenu de communiquer par l'intermédiaire d'un avocat. Toutes les 2 semaines, il nous transmettait des informations par note. Les premiers mois furent calmes. Thierry prenait ses marques, tissait des liens et tentait de se faire discret. Richie, lui, était dans un autre immeuble. Il n'eut aucun contact direct. Mais peu à peu, Thierry a commencé à comprendre comment fonctionnait le système. Il m'a écrit que tout le monde en prison connaissait Piccolo. Il était respecté. On venait lui demander conseil. Il réglait les différends entre détenus. Il donnait de l'argent à ceux qui avaient des problèmes familiaux. Il organisait des livraisons de cigarettes et de nourriture. Ici, c'est un peu un parrain, écrivait Thierry dans une de ses notes. On le craint et on l'aime à la fois. Il peut aider, il peut punir. Un seul de ses regards vaut mieux que 10 gardes. J'ai demandé à Thierry de tenter de se rapprocher de l'entourage de Richie. C'était dangereux. S'il était démasqué comme informateur, il serait tué. Mais il a pris le risque. Quelques mois plus tard, il eut de la chance. Antoine Rossi, un des hommes de Richie, fut muté dans le bloc de Thierry. Rossi avait fait partie du gang de Piccolo depuis les années 1960 et avait purgé une peine pour vol à main armée. Thierry engagea la conversation avec lui et lui proposa son aide pour les démarches d'appel. Thierry était juriste. Rossi accepta. Thierry fit ainsi son entrée dans le cercle. Peu à peu, on commença à le remarquer. On l'invitait à des parties de cartes, on échangeait des nouvelles. Et finalement, Rossi le présenta à Richie. Je me souviens de cette rencontre grâce au récit de Thierry. Il m'a écrit un long mot décrivant chaque détail. La cellule de Richie était unique en son genre. Propre, bien rangée. Des livres sur les étagères, une radio, une machine à café, un luxe en prison. Richie était assis sur sa couchette, lisant un journal. Il leva les yeux quand Thierry entra. « Alors c'est toi qui aides Antoine ?» demanda Piccolo. « Bien joué. On a besoin de gens qui réfléchissent avec leur tête, pas avec leurs poings. » Ils ont discuté pendant une 20aine de minutes. Richie a interrogé Thierry sur sa vie avant la prison, sur sa famille, sur l'affaire. Il n'a posé aucune question directe, il a simplement parlé. Mais Thierry avait l'impression d'être mis à l'épreuve, examiné, évalué. À la fin de la réunion, Richie a déclaré « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, parlez-en à Antoine. Nous sommes là pour aider les nôtres. » À partir de ce moment, Thierry eut accès aux rouages internes du groupe de Piccolo. Il vit comment le système fonctionnait de l'intérieur. Chaque jour, des détenus de différents blocs venaient voir Richie. Ils lui confiaient leurs problèmes, leurs conflits, le manque d'argent pour leur famille. Richie les écoutait, leur donnait des conseils et parfois, il leur apportait de l'argent. Ses contacts à l'extérieur transféraient les sommes nécessaires aux proches des prisonniers. Thierry m'a décrit ce système en détail. Il a cité l'exemple d'un prisonnier nommé Raymond Duval, incarcéré pour vol à main armée. Sa femme, décédée d'un cancer, laissait derrière elle 2 enfants de 7 et 9 ans. Ces derniers ont été confiés à leur grand-mère qui peinait à joindre les 2 bouts. Raymond vint trouver Richie, désespéré. Il lui raconta la situation. Richie l'écouta. Le lendemain, un homme se présenta chez la grand-mère de Raymond. Il lui remit une enveloppe contenant 10 000 francs. Il dit « De la part des amis de Raymond, pour les enfants. 2 000 francs seront versés chaque mois jusqu'à sa libération. » Raymond l'a pris une semaine plus tard. Les larmes aux yeux, il embarqua pour Richie. Il promit de rembourser sa dette par le travail. Il était prêt à tout. C'est ainsi que Richie s'assura la loyauté, non par les menaces, mais par l'aide. Les gens étaient prêts à tout pour l'homme qui avait sauvé leur famille. C'était une stratégie brillante, moins coûteuse que la corruption et plus fiable que l'intimidation. Thierry m'a parlé de dizaines de cas similaires. Richie a apporté son aide pour les soins médicaux, les funérailles, les avocats pour les appels et le logement des familles. Il a créé un système de soutien social au sein même de la prison, plus efficace que le système étatique. Mais surtout, il coordonnait les affaires de l'extérieur.
Thierry surprenait des conversations. Ritchie discutait des projets avec les visiteurs. Il attribuait les rôles. Il approuvait les objectifs. Thierry se souvient particulièrement d'une de ces conversations. C'était en juillet 1983. Un homme nommé Serge Marceau était venu voir Ritchie. Il possédait plusieurs bars dans les quartiers nord. Officiellement, c'était un homme d'affaires respectable. Officieusement, il était l'un des plus importants trafiquants d'héroïne de Marseille. « Nous avons un problème avec les Turcs, dit Marceau d'une voix calme. Ils veulent augmenter le prix des marchandises, de 20%. Ils disent que les risques ont augmenté. » Ritchie écouta en silence. Puis il hocha la tête. « Combien leur facturons-nous par mois ? 50 kilogrammes. Pourrions-nous en obtenir des Algériens ? C'est possible, mais la qualité est moindre, et ils ne garantissent pas la fiabilité. » Ritchie réfléchit un instant. Il tapota la table du bout des doigts, puis il dit « Dites aux Turcs que vous vous contenterez de 10%, pas plus. S'ils refusent, nous irons voir les Algériens. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas les seuls. En attendant, cherchez de nouveaux fournisseurs. Essayez peut-être l'Italie. Les Corses ont des contacts. » Marceau acquiesça. Il prit des notes. Ils discutèrent de quelques détails supplémentaires, la logistique, le transport, les points de distribution. Tout cela dans le parloir de la prison, calmement, avec professionnalisme, comme s'ils étaient assis dans un bureau. « Thierry m'a transmis l'information. J'en ai informé Bernard. Nous avons tenté d'agir. Nous surveillons Marceau. Mais il était prudent. Aucun lien direct avec la drogue. Tout passait par des intermédiaires. Nous avons tenté de démanteler l'un de ses points de vente, un bar à Castellan. Nous avons fait une descente et trouvé une petite quantité d'héroïne, environ 200 grammes. Marceau a déclaré ne pas savoir qui l'avait caché. Peut-être le barman, peut-être un client. Ses avocats l'ont fait sortir. J'ai alors compris que s'attarder sur les détails était inutile. Il fallait frapper fort. Ritchie lui-même. Mais comment ? Il était isolé. Tous ses ordres étaient transmis verbalement ou par sous-entendu. Aucun compte-rendu, aucun document. J'ai alors tenté d'intercepter les communications. Ils avaient mis sur écoute les téléphones des proches de Ritchie, son frère Angelo, sa sœur Maria, son neveu Dominique Junior. Ils ont enregistré des centaines de conversations, mais rien de concret. Eux aussi parlaient par sous-entendu. Mon oncle m'a demandé de te dire que l'affaire avec le Sud est réglée. Dis-lui que le colis arrivera mercredi. Il veut voir un ami de Nice. Tout cela pouvait être interprété de diverses manières. Cela n'aurait pas tenu devant un tribunal. Les avocats auraient réduit ces preuves en miettes. J'étais désemparé. J'avais vu les crimes. Je savais qui en était responsable. Mais je ne pouvais pas prouver le lien. Et Ritchie continua à travailler. Par l'intermédiaire de Thierry, j'appris de nouvelles opérations. Le braquage d'une bijouterie sur la Canebière, le vol d'une cargaison de cigarettes au port, l'extorsion de restaurateurs dans les zones touristiques. Une opération m'a particulièrement impressionné par l'ampleur de sa planification. Le braquage d'une agence de la Société Générale dans le 10e arrondissement. Thierry a surpris la conversation 3 semaines avant les faits. Le plan était le suivant. 4 hommes masqués devaient faire irruption dans la banque une demi-heure avant la fermeture. À ce moment-là, il y avait le moins de clients et d'agents de sécurité. L'un d'eux prenait des otages à l'entrée. 2 se dirigeaient vers les guichets. Le 4e bloquait la porte de la salle du coffre où étaient conservées d'importantes sommes d'argent. Ils ne prennent que l'argent des caisses. Ils ne touchent pas au coffre-fort, cela prendrait du temps. Ils agissent vite, 3 minutes maximum. Puis ils partent à moto dans des directions différentes. Ils se retrouvent 3 jours plus tard au lieu convenu. Le butin est partagé. J'étais au courant. J'ai essayé de l'empêcher. J'ai renforcé les patrouilles dans le secteur. J'ai prévenu la banque. J'ai demandé des renforts de sécurité. Mais le braquage eut tout de même lieu. Les braqueurs choisirent un autre jour. Ils attendirent que les patrouilles se relâchent. Ils pénétrèrent dans la banque exactement comme prévu. Ils emportèrent 380 000 francs. Ils prirent la fuite.
Nous avons retrouvé l'un des auteurs un mois plus tard grâce aux empreintes digitales relevées sur un gant qu'il avait laissé par inadvertance. Georges Thomas, 26 ans, petit délinquant, a avoué le vol et a été condamné à 8 ans de prison. Mais quand je lui ai demandé qui avait orchestré l'affaire, il a refusé de répondre. Même la proposition de réduction de peine n'a rien changé. Il craignait Richie plus que la prison. Si je parle, ils me tueront. Si ce n'est pas en prison, ce sera plus tard. Et peut-être ma famille aussi. Je préfère purger ma peine de 8 ans en silence. Voilà ce qu'était la peur. Et voilà ce qu'était la loyauté. Thierry a été témoin d'une intervention de Richie dans un conflit entre deux bandes rivales. Un groupe des quartiers nord et un autre du centre se disputaient le contrôle du trafic de drogue. La situation a dégénéré en bagarre. Un homme a été blessé. La guerre était imminente. Les chefs des deux groupes s'adressèrent à Richie pour qu'il devienne arbitre. Il organisa une rencontre en prison. Ils arrivèrent le même jour, l'un après l'autre. Richie écouta les deux parties, puis il prit une décision. Il divisa le territoire en deux. Il établit des frontières claires. Il interdit de travailler sur le territoire d'autrui sans autorisation. Quiconque enfreindrait cette règle serait puni. Ses hommes le surveilleraient. Les deux dirigeants étaient d'accord. Le conflit fut résolu. La guerre n'éclata pas. Tout cela grâce à l'autorité d'un seul homme derrière les barreaux. J'ai alors compris l'étendue de son pouvoir. Ce n'était pas qu'un simple chef du crime, c'était un juge, un artisan de la paix, le roi des bas-fonds marseillais. Thierry me transmettait régulièrement des informations, toutes les 2 semaines, par le biais de notes dans les livres que l'avocat apportait. Bernard et moi étudions chaque mot. Nous faisions des schémas. Nous cherchions des indices. Mais plus j'en apprenais, plus je comprenais l'ampleur de la tâche. Richie n'était pas qu'un simple criminel. C'était un système, une institution, un réseau de connexions qui enchevêtrait toute la ville. Et pour détruire ce système, il ne suffisait pas d'emprisonner une seule personne. Il fallait détruire toute la structure, tous les intermédiaires, toute la corruption, tous les réseaux. Mais cela prendrait des années, et des ressources dont nous ne disposions pas. Et puis ce que je redoutais s'est produit. Thierry a été démasqué. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé. Il a peut-être fait une erreur. Un des gardes a peut-être remarqué son lien avec l'avocate. Richie l'a peut-être simplement pressenti. En mars 1984, Thierry ne donna pas de nouvelles. Je commençais à m'inquiéter. J'essayais de le contacter par l'intermédiaire d'un avocat. Celui-ci me dit que Thierry refusait de me rencontrer. Je me rendis alors en personne à la prison. L'administration a indiqué que Thierry se trouvait à l'infirmerie. Il avait été agressé par d'autres détenus. Les raisons de cette agression restent floues. Un différend lié à une dette de jeu pourrait être en cause. J'ai réussi à obtenir la permission de le voir. Il était allongé sur un lit de camp. Son visage était tuméfié. Il avait des côtes cassées. Ses mains étaient bandées. Un de ses yeux était complètement fermé par le gonflement. Quand je suis entré, il m'a regardé. Il y avait de la peur dans ses yeux, une vraie peur animale. « Plus de coopération », dit-il d'une voix basse, les lèvres à peine mobiles. Ils le savent. Si je continue, ils me tueront. Pas tout de suite, mais ils me tueront. J'ai essayé de le convaincre. Je lui ai promis protection, un transfert dans une autre prison, une cellule individuelle, une protection des témoins après sa libération, de nouveaux papiers, une nouvelle ville. Mais il a refusé. Il a secoué la tête et des larmes ont coulé sur son visage tuméfié. « Vous ne comprenez pas, dit-il, la voix étranglée par la douleur. Piccolo a des hommes partout, dans chaque prison, dans chaque rue. Même si vous me déplacez à l'autre bout du pays, ils me retrouveront. Ce n'est qu'une question de temps. Et ma famille restera dehors, ma femme, mes 2 enfants.
Rien ne les empêchera de les atteindre. Je ne peux pas prendre ce risque. Je ne peux pas. Il m'a raconté ce qui s'était passé. 2 prisonniers du groupe de Ricci l'ont approché dans la cour de promenade. L'un d'eux tenait un couteau artisanal. L'autre a dit calmement « On sait ce que tu fais. Arrête et tu auras la vie sauve. Si tu continues, on te tuera. Et pas seulement toi. » Puis ils l'ont roué de coups. Pas à mort, juste pour montrer qu'ils étaient sérieux. Les gardes ont détourné le regard. Personne n'est intervenu. Personne n'a appelé à l'aide. Thierry passa une semaine à l'infirmerie. Puis il retourna dans sa cellule. Il ne contacta plus son avocat. Il ne transmit aucune information. Il purgea sa peine en silence. J'ai perdu mon informateur. Tout ce que nous avions construit en 1 an et demi s'est effondré en une seule journée. Thierry a été libéré sur parole quelques mois plus tard. Il a quitté Marseille. Il est parti pour Bordeaux. Il a changé de métier. Il ne m'a plus jamais adressé la parole. Je me sentais coupable. Je l'avais mis en danger. Je pensais pouvoir le protéger, mais j'ai sous-estimé Ricci. J'ai sous-estimé son réseau, sa capacité à déceler les menaces. Bernard m'a consolé. Vous avez fait ce que vous pouviez. Ricci n'est pas un criminel ordinaire. Il joue à un autre niveau. Il a l'instinct d'un prédateur. Il sent le danger avant même que nous puissions agir. Mais mon échec avec Thierry m'a appris une leçon importante. L'infiltration n'est pas la meilleure méthode contre Ricci. Il est trop paranoïaque, trop prudent. La moindre menace est détectée et éliminée. Il fallait une autre approche. J'ai donc décidé de m'attaquer à ses finances. L'une des découvertes majeures a concerné le volet financier de l'empire de Ricci. J'ai compris que l'argent était le fondement de son pouvoir. Sans lui, il ne pouvait ni payer les gardiens, ni aider les familles des prisonniers, ni financer ses opérations. J'ai commencé à suivre les flux financiers. C'était difficile. La plupart des transactions se faisaient en espèces, mais parfois il y avait des traces. L'une des sociétés par lesquelles transitaient les fonds s'appelait Méditerranée Transport. Officiellement, il s'agissait d'une entreprise de logistique. Son propriétaire était Jean-Claude Montel, le même visiteur de Ricci. J'ai pu accéder aux documents financiers grâce au service des impôts. L'entreprise affichait un léger bénéfice, quelques camions, quelques contrats avec des magasins. Sur le papier, tout était en règle. Mais en creusant un peu, j'ai découvert quelque chose d'étrange. Des versements réguliers sur les comptes de particuliers, de 20 à 30 000 francs par mois. Le motif, des services de conseil. Les bénéficiaires étaient des personnes sans profession apparente. J'ai vérifié l'identité de ces hommes. L'un d'eux était Alain Marty, l'agent de sécurité. Un autre était Paul Grimaud, un avocat qui fréquentait régulièrement Ricci. Le troisième était Marc Venturi, le braqueur. C'était un système de blanchiment d'argent et de pots de vin. L'héroïne rapportait des millions de francs. Une partie servait à la corruption, une autre à financer les opérations, et une autre encore à aider les familles des prisonniers. Ricci, depuis sa cellule, contrôlait tout. J'ai constitué un dossier. Je l'ai remis à la police financière. Ils ont ouvert une enquête pour blanchiment d'argent. Ils ont gelé les comptes de Méditerranée Transport. Ils ont interrogé Montel. Il refusa de parler. Il engagea les meilleurs avocats. L'affaire s'éternisa pendant des années. Finalement, le tribunal conclut à l'insuffisance de preuves d'un lien direct entre la société et les activités criminelles de Ricci. Les comptes furent débloqués. Montel reprit son travail. J'étais déçu, mais pas surpris. Ricci avait conçu le système en tenant compte de toutes les subtilités juridiques. Il connaissait le droit mieux que beaucoup d'avocats. En 1985, j'ai finalement obtenu le transfert de Ricci. Le ministère de la Justice a approuvé la demande. Il devait être envoyé à Clairvaux, une prison du nord de la France. C'était un établissement de haute sécurité, contacts limités, moins de corruption. Je pensais que cela changerait la situation, que son pouvoir s'affaiblirait, que la criminalité à Marseille diminuerait. J'ai eu tort.
Le transfert eut lieu en juin 1985. Ricci fut transféré à Clairvaux. Je suivais l'actualité depuis Marseille. Les premières semaines furent calmes. Puis les choses commencèrent à changer. Le neveu de Piccolo, Domenico Ricci Jr., a pris la relève à Marseille. 28 ans, intelligent, ambitieux. Élevé par son oncle depuis son enfance, il prit le contrôle des rues. Il coordonna les opérations. Il garda le contact avec son oncle par l'intermédiaire d'avocats et de proches. Les crimes continuèrent. L'héroïne coulait à flot. Les vols se poursuivirent. De plus, la situation s'est encore aggravée. Ricci Jr. est devenu plus agressif. Il a déclenché une guerre contre ses concurrents. Plusieurs fusillades, attentats à la voiture piégée. Marcel est entré dans une période de violence. J'ai compris que la mutation de Ricci père n'avait pas résolu le problème. Il avait simplement transmis le pouvoir à son héritier. Le système s'était révélé plus fort qu'un seul homme. Ricci ne restait pas inactif à Clairvaux non plus. Là, il commença à tisser de nouveaux liens. Il rencontra des prisonniers d'autres régions, établit des contacts et étendit son influence. J'ai reçu des nouvelles de collègues du Nord. Ils disaient la même chose que ce que j'avais constaté au Baumette. Ricci était redevenu un centre d'intérêt. On venait le consulter. Il réglait les différends. Il aidait financièrement. L'administration Clairvaux a tenté de résister. Elle a restreint ses contacts, contrôlé ses visiteurs et surveillé ses appels. Mais il a trouvé des moyens de contourner ces restrictions. 1 an après ma mutation, j'ai reçu un rapport d'un inspecteur de Lille. Il enquêtait sur une série de braquages de bureaux de poste dans le nord de la France. La piste menait à un groupe de détenus de Clairvaux, et Ricci était de nouveau au cœur de l'affaire. Je n'en revenais pas. Un homme, isolé du monde, continuait d'orchestrer des crimes à des centaines de kilomètres de sa ville natale. Il continuait de coordonner ses actions. Il continuait de s'enrichir. Son pouvoir ne résidait pas seulement dans sa présence physique. Il résidait aussi dans sa réputation, la crainte et le respect qu'il inspirait, son système de loyauté, son argent et ses relations tissées au fil des décennies. J'ai alors compris que les méthodes de lutte traditionnelles sont inefficaces. On ne peut pas arrêter une telle personne simplement en la jetant en prison. Pour elle, la prison n'est qu'une autre forme de pouvoir. En 1987, j'ai obtenu une promotion. J'ai été nommé chef du département de lutte contre le crime organisé. Bernard a pris sa retraite et m'a cédé son entreprise. L'un de mes objectifs était de poursuivre la lutte contre l'empire de Ricci. Mais j'ai opté pour une stratégie différente. Au lieu de tenter de l'isoler, j'ai décidé d'attaquer son réseau de l'extérieur. Nous avons lancé une opération d'envergure contre ces hommes à Marseille. Nous avons placé tous les membres connus du gang sous surveillance. Nous avons mis leur téléphone sur écoute. Nous avons suivi leurs déplacements. Nous attendions la moindre erreur. Le premier coup a été porté à Jean-Claude Montel. En février 1988, nous avons saisi une cargaison d'héroïne dans son camion. 20 kilos, d'une valeur de 2 millions de francs. Montel a été arrêté. Il a écopé de 10 ans de prison. Ensuite, ce fit le tour de Marc Venturi. Nous l'avons arrêté après un braquage de banque. Cette fois, il y avait des témoins, des preuves. Il a écopé de 12 ans de prison. Nous avons ensuite retrouvé Alain Marty. Nous avons rassemblé des preuves de sa corruption, virements bancaires, témoignages de détenus, enregistrements de conversations. Il a été licencié et condamné à 3 ans de prison avec sursis. En 2 ans, nous avons démantelé une part importante du réseau de Ricci. Ses principaux collaborateurs ont été emprisonnés. Ses connexions ont été rompues. Ses sources de financement ont été taries. La criminalité a baissé à Marseille. Les stocks d'héroïne ont diminué. Les vols sont devenus moins fréquents. Nous avons célébré la victoire. Mais c'était temporaire. Ricci s'est de nouveau adapté. Il a rencontré de nouvelles personnes. Il a tissé de nouveaux liens. Il a modifié ses méthodes. Il est devenu encore plus prudent. Au début des années 1990, son réseau s'était reconstitué. De nouveaux visages firent leur apparition. Jeunes, ambitieux, moins connus des services de police, ils opéraient différemment.
Ils utilisaient les nouvelles technologies, téléphone portable, pager, messages cryptés. Je savais que la lutte serait sans fin. Tant que Richie vivrait, son influence perdurerait. Il était un symbole, une légende. Pour de nombreux criminels marseillais, un modèle. En 1992, la peine de Richie arrivait à son terme. 15 ans s'étaient écoulés. Il était admissible à la libération conditionnelle. La commission des grâces examinait son cas. Je me suis opposé à sa libération. J'ai présenté toutes les preuves que j'avais recueillies au fil des ans. J'ai soutenu qu'il avait poursuivi ses activités criminelles depuis sa prison. J'ai demandé une prolongation de sa peine, ou, à tout le moins, le refus d'une libération anticipée. La commission a écouté, mais il était juridiquement difficile de refuser. Richie n'avait pas enfreint le régime de Clairvaux. L'administration ne pouvait pas prouver directement son lien avec des crimes commis à l'étranger. Tout se faisait par l'intermédiaire d'intermédiaires. Finalement, sa demande de libération conditionnelle a été rejetée. Ils ont décidé qu'il devait purger l'intégralité de sa peine. Ce fut une petite victoire pour moi. Richie a été libéré de prison en décembre 1992. Il avait 54 ans. 15 ans derrière les barreaux ne l'avaient pas brisé. Il est retourné à Marseille. Je l'ai rencontré par hasard une semaine après sa libération. J'étais assis à la terrasse d'un café du Vieux-Port en train de boire un café, et puis je l'ai vu. Il marchait le long des quais, seul, sans escorte. Un petit vieil homme vêtu d'une simple veste. Il m'a vu et s'est approché de la table. « Inspecteur Bernard », dit-il avec un sourire. Il se souvenait de mon nom. « J'ai entendu dire que vous étiez le chef maintenant. Félicitations. » J'ai hoché la tête. Je ne savais pas quoi dire. « Vous essayez de m'arrêter depuis des années », a-t-il poursuivi. « Je respecte cela. Vous faisiez votre travail. Je faisais le mien. Il n'y a pas de rancune. » Il me tendit la main. Je ne la serrai pas. Il sourit. Il se retourna et s'éloigna. C'était notre dernière rencontre. Après sa libération, Richie reprit son ancien poste, mais il avait changé. Plus âgé, plus prudent, moins impliqué directement dans les opérations. Davantage un rôle de conseiller, une figure d'autorité, un mentor pour une nouvelle génération. Son neveu, Dominique Junior, gérait l'entreprise. Richie Senior se contentait de guider, de régler les conflits et de donner des conseils. Dans le milieu criminel marseillais, sa parole était sans appel. J'ai continué à le suivre, mais moins activement. J'avais d'autres choses à faire, d'autres criminels. Marcel ne se limitait pas à Richie. J'ai pris ma retraite en 1997. 30 ans dans la police, 15 à lutter contre Piccolo. Je n'ai pas gagné. Je n'ai pas pu mettre fin à son empire. Je n'ai pas pu l'arrêter définitivement. Mais j'ai compris l'essentiel. Les gens comme Richie n'apparaissent pas par hasard. Ils sont le produit du système, de la corruption, de la pauvreté dans les quartiers populaires, du manque de perspective pour les jeunes, de l'épidémie d'héroïne. Tant que ces conditions perdureront, de nouveaux Richie émergeront, de nouveaux parrains, de nouveaux empires. Dominique Richie est décédé en 2004, de cause naturelle, crise cardiaque. Il avait 66 ans. Des centaines de personnes ont assisté à ses obsèques. Des criminels, des hommes d'affaires, de simples habitants des quartiers qu'il avait autrefois aidés. Je suis allé aux funérailles. Je me suis tenu à l'écart. J'ai regardé. J'ai vu des gens pleurer sur son cercueil. J'ai vu les jeunes hommes pour qui il était un héros. Et il comprit que sa légende lui survivrait. On raconterait longtemps des histoires sur Piccolo. Sur l'homme qui régnait sur Marseille depuis sa cellule. Sur l'homme que le système n'avait pas réussi à briser. J'ai 72 ans. Je mène une vie tranquille. De temps en temps, je retrouve d'anciens collègues. Nous buvons du pastis sur les quais. Nous évoquons le bon vieux temps. Concernant Richie, je dis toujours la même chose. C'était un criminel.
Il a brisé des vies. Il trafiquait de la drogue. Il a orchestré des meurtres. Mais c'était aussi un génie de l'organisation, un stratège, un homme qui comprenait les gens mieux que bien des psychologues. Son empire ne reposait pas uniquement sur la peur. Il reposait sur la loyauté, l'entraide et le respect. Il avait créé un système qui fonctionnait même en son absence. Ce fut la tâche la plus ardue de ma carrière, et je ne suis pas certain d'y être parvenu. Peut-être que personne n'y serait parvenu. Peut-être que Ricci était de ces rares criminels contre lesquels les méthodes traditionnelles sont impuissantes. Marseille a bien changé depuis. Les vieux quartiers ont été reconstruits. L'héroïne a été remplacée par d'autres drogues. De nouveaux gangs ont émergé, supplantant les anciens. Mais parfois, en me promenant dans les rues de Panier, je vois des graffitis. Piccolo est vivant ou Ricci est une légende. Les jeunes se souviennent de lui, ils l'idéalisent. Ils ignorent la véritable portée de son influence. Je me souviens. Je me souviens des victimes. Je me souviens des familles brisées par l'héroïne. Je me souviens des personnes tuées sur ses ordres. Je me souviens des années de lutte qui n'ont pas abouti à la victoire finale. Domenico Ricci a régné sur Marseille depuis sa cellule pendant 15 ans. Son influence s'est poursuivie pendant 12 ans après sa libération. Son héritage perdure. Qui dirigeait le Baumettes? Officiellement, l'administration pénitentiaire. En réalité, un homme de petite taille, aux cheveux gris et au regard calme. Un homme pour qui les barreaux n'étaient qu'un décor. Un homme qui avait bâti un empire là où d'autres ne voyaient que des murs. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai essayé de l'arrêter, et j'ai échoué. C'est la leçon que j'en ai tirée. Parfois, le système est plus fort qu'un seul policier. Parfois, un criminel est plus malin que toute la police. Parfois, la légende survit à l'homme. Marcel se souvient de Piccolo. Moi aussi. Et même si je suis content qu'il soit parti, je sais que d'autres viendront. C'est toujours le cas. Car la ville crée ses héros et ses méchants. Et la frontière entre eux est parfois plus ténue qu'il n'y paraît. Parfois, la nuit, je me réveille et j'y repense. À ces années, à ce combat, à cet homme que je n'ai pas pu arrêter. Je pense à Thierry, qui a risqué sa vie, à Bernard, qui a consacré des décennies à cette cause, à nous tous, qui avons tenté de détruire l'empire d'un seul homme. Et je comprends. Nous n'avons pas perdu contre Ricci. Nous avons perdu contre le système qui l'a engendré. Un système qui continue de produire des gens comme lui. Tant qu'il y aura pauvreté, corruption et désespoir, il y aura des rois de l'ombre. Et les barreaux ne sont pas un obstacle pour eux, juste un trône de plus.